Bienvenue en Bourgeois le Vert, le podcast où on charle de tout puis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Lise Ouellette, porte-parole de Opération Nouveau Nom. On fait un compte-rendu depuis notre dernier épisode et on en profite pour parler d'identité acadienne. Lise Ouellette, bienvenue en Bourgeois le Vert. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation encore. Écoute, c'est moi qui vous remercie. Le dernier épisode remonte à quelques mois déjà. On a eu beaucoup de progrès ou beaucoup de changements, si on veut, depuis notre dernière conversation. Mais pour ceux peut-être qui n'ont pas eu la chance d'écouter notre premier épisode, si tu veux te faire une courte présentation de qui tu es, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je suis porte-parole du Comité citoyen pour un nouveau nom. Je suis à la retraite, donc en principe, je n'ai rien à faire. Ceci étant dit, il y a toutes sortes de beaux projets dans la communauté et je suis engagé là à différents niveaux. Et la question du nom, j'y ai été engagée quand j'étais étudiante ici à Edmundston et c'est un sujet qui est revenu très, très régulièrement. Donc, les temps ont changé, évidemment. À l'époque, c'était presque impensable. Maintenant, on a vu beaucoup de changements de nom, que ce soit de l'université même ou que ce soit des communautés qui ont changé de nom, des lieux. Donc, c'est maintenant reconnu comme étant légitime comme demande de changement. Et là, on a dit que ça s'applique parfaitement à l'université. Donc, il y a plusieurs bonnes raisons de demander un changement de nom de l'université. Le facteur historique en est une très bonne, évidemment, mais il y en a d'autres aussi. L'université, c'est une institution provinciale, ce n'est pas l'institution d'une ville, et ce serait drôlement pertinent que le nom de l'université reflète sa mission provinciale, reflète le fait aussi qu'elle est francophone. On prend des exemples. Est-ce que UNB accepterait de s'appeler Université Champlain? Est-ce que le campus de Saint-Jean accepterait de s'appeler University of Fredericton in Saint John? Mhm. Pourquoi on se fait ça à nous-mêmes? Donc, ce qui n'est pas acceptable ne l'est pas pour nous non plus. C'est un manque de respect et c'est un manque d'affirmation aussi. Donc, c'est important de ramener cette question-là et de bien la gérer. Ça ne va pas très bien, c'est très fermé présentement, mais il faut qu'on gère cette question-là de façon rigoureuse, de façon transparente, et c'est ça qui manque beaucoup présentement. Non, je crois que, écoute, le dernier épisode, on parlait justement du concept de l'identité, comment est-ce que l'impact que ça peut avoir. Puis vraiment dans les dernières, tout récemment avec les municipalités, tu as raison, il y a eu un changement de nom à grandeur de la province pour beaucoup de municipalités. Il a fallu qu'ils se regroupent, qu'ils se rebrandent, tu sais, qu'ils Oui. refassent leur identité ou qu'ils gèrent tous les changements de nouvelles communautés qui sont regroupées, des choses comme ça. Donc, clairement, et comme tu l'as mentionné, il y a d'autres universités. C'est quelque chose qui est faisable. Euh, mais c'est ça, c'est une question de volonté identitaire, c'est une question de préférence pour certains. Euh, donc, depuis notre dernier épisode, et puis là, je dois dire, c'est notre deuxième épisode, il va falloir que je trouve quelqu'un qui est contre, parce que sinon, ils vont dire que je suis biaisé. Mais depuis le dernier épisode, où est-ce qu'on est rendu ou qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est parlé? En fait, il y a un travail important qui a été fait. On avait beaucoup de noms qui circulaient. Les gens proposaient des noms spontanément. Les gens nous approchaient pour nous dire il faut trouver un nouveau nom qui rallie les gens le plus possible. Il n'y a pas de nom parfait, mais qu'on essaie de trouver un nom, il faut qu'on fasse cet exercice-là. C'est d'ailleurs un des arguments des opposants. Il n'y a pas de consensus au niveau du nom. Donc, gardons ce qu'on a parce qu'il n'y a pas de consensus. Et donc, on s'est dit, bon, c'est difficile cet exercice-là, c'est sensible, mais on a la responsabilité de le faire. Si vraiment on veut mener ce projet-là à terme, il faut l'aborder, la question de qu'est-ce que serait un bon nom pour l'université. Donc, on a rassemblé des personnes qui s'y connaissent dans ce domaine-là, un géographe, un historien qu'on connaît bien, Nicolas Landry, le géographe Adrien Bérubé, Irène Savoie dans le secteur de l'éducation et Claudette Lavigne, Luc Thériault également de UNB, sociologue. Donc, on a rassemblé des gens
qui avaient une bonne expertise dans le domaine et on leur a dit: «Écoutez, comment est-ce qu'on pourrait, heu, réfléchir de façon rigoureuse sur cette question-là?» Et donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé à identifier des critères. Donc, qu'est-ce que sont les critères qui fait qu'un nom serait un bon nom pour l'université? Et ils en ont développé, 8. Ils les ont soumis à la communauté qui a fait des commentaires et à la suite de cet exercice-là, il y a un nouveau critère qui a été ajouté, celui tourné vers l'avenir. Donc les gens, c'était un élément important. On ne veut pas rester dans le passé, on veut vraiment s'orienter vers l'avenir. Donc ce critère-là a été ajouté. Il y a aussi des personnes qui ont proposé d'autres noms. Donc on s'est retrouvés à la fin de tout ça avec 72 noms proposés. Ce qui est beaucoup. Il y en a qui se ressemblaient, il y avait des racines communes, mais il y a des noms intéressants qui ont été soulevés aussi. Donc à partir de là, on a pris les critères, puis on les a appliqués aux noms et il y en a on a exclu les noms qui ne rencontraient aucun des critères, aucun des 9 critères et on est resté avec 42 noms. Donc on a appliqué, tous les critères aux 42 noms et je précise que dans les 42 noms, il y avait celui de Moncton, à la fois comme personnage et comme la ville de Moncton. Donc ils ont été, bien évalués comme tous les autres propositions de noms qui rencontraient cette base-là. À la suite de ça, il y a 3 noms qui ont été retenus, qui se démarquaient vraiment. Je devrais dire, il y a 4 noms qui se démarquaient vraiment des 42. Un des noms, c'était Université Antonine Maillet. Madame Maillet, à ce moment-là, était toujours avec nous et par respect pour Madame Maillet, on n'a pas voulu l'inclure sur le bulletin de vote. Il y a aussi une norme dans la toponymie qu'on appelle, c'est-à-dire le choix du nom des lieux. Il y a une norme qui dit de ne pas donner, le nom d'une personne à une institution ou à un lieu de son vivant. Donc c'est pour ces 2 raisons-là, on n'a pas inclus ce nom-là, Université Antonine Maillet, sur le bulletin de vote. On en a retenu 3, Université d'Acadie, Université francophone atlantique et Université Nouvelle-Acadie. Donc, ces 3 noms-là ont été soumis au vote de la communauté. Donc, le vote est en cours depuis le 14 février et se termine le 22 mars, c'est-à-dire samedi de cette semaine. Donc, c'est en cours. On a fixé une cible élevée de participation. Donc, on a fixé une cible minimale de 5 000 personnes. Donc, si on ne réussit pas à aller chercher ce chiffre-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt dans la communauté. Et donc, pour nous, c'est important. On veut que l'exercice là, soit validé en quelque sorte par la communauté. Donc, c'est là où on est rendu. Le vote se déroule. Je n'ai pas de chiffre à ce moment-ci. On me dit que ça progresse bien. On verra donc la semaine prochaine qu'est-ce qu'on aura obtenu comme nombre de votes et il faudra évidemment par la suite analyser ces résultats-là. Écoute, je suis content de savoir que le nom de l'Université de Moncton, justement, était inclus dans les noms du début. Oui. Euh, une des critiques que j'ai vues, justement, était que dans le choix de vote, le nom de l'université n'est pas inclus. Pour, par exemple, ceux qui n'auraient pas voulu que le nom change, auraient voté pour cette option-là. Je comprends bien entendu le but de l'exercice, justement, est de trouver un nouveau nom. Donc, pour moi, ça semblait faire du sens que le nom n'était pas inclus. Mais considérant justement, même au niveau de participation, peut-être, même si le nom incluait pas rencontrait pas tous les critères, est-ce qu'il y a eu quand même cette réflexion-là de l'inclure? En fait, c'était une démarche basée sur les critères. Donc, pour nous, c'était important d'avoir une logique, une bonne rationnelle là, derrière la démarche. Donc, il a été inclus, mais le nom Moncton ne performait vraiment pas bien. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas ressorti sur le bulletin de vote. Écoute, j'assume qu'on aurait pu s'attendre à ça. Euh,
Je suis pas vraiment surpris, tu sais, quand même, c'est ça le but de l'exercice, si on veut, de trouver un autre nom. Mais c'est quand même intéressant de savoir que c'était inclus. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des critères? Est-ce que de ceux que peut-être que tu te rappelles? De mémoire, là, je vais en oublier quelques-uns sûrement. Le premier, c'était, sa mission première qui est francophone. Donc on était à la recherche, d'un nom francophone, c'était un critère important. Le deuxième critère, c'était le volet historique. Donc, il faut que ça reflète, la communauté, il faut que ça respecte, la communauté. Le troisième, c'était, sa mission provinciale. Donc, si l'université est une institution provinciale, son nom devrait le refléter. Il y avait d'autres, éléments aussi, comme la simplicité. Donc, on ne voulait pas un nom trop long, trop complexe et bon, pas facile à représenter au niveau graphique en particulier et de façon générale. On voulait la neutralité était un élément important, donc on cherchait des noms, moins controversés, non controversés idéalement. Tournés vers l'avenir, on l'a mentionné tout à l'heure. Donc c'était des exemples de critères, qui étaient, retenus. Parfait. C'est des bons critères. Et puis, là, on a là votre vote, justement, du 14 février, qui va se rendre jusqu'au 22 mars. On a vu aussi quelques votes ad hoc, si on veut, de d'autres personnes. Je sais qu'on a vu la FECUM qui avait rajouté ça sur le bulletin de vote des élections. J'ai vu passer aussi, je crois que c'était Yves Doucette qui avait fait un vote. Est-ce que ce genre d'initiative-là, moi, personnellement, je crois que c'est une bonne chose, parce que ça rentre dans la discussion, Mmh. ça revive le débat. Mais est-ce qu'il y a est-ce que c'est pris en compte par le comité pour les prochaines étapes pour la mission, dans le fond, du comité? En fait, effectivement, c'est une bonne chose et ça démontre que la communauté s'intéresse à la question. Donc, nous, on reçoit favorablement, ces exercices-là. Maintenant, ce qu'il faut quand même déplorer, ce qui est dommage dans tout ça, c'est que l'université elle-même refuse complètement d'en discuter, refuse toute forme de consultation, toute forme de réflexion, publique, transparente et ça fait en sorte qu'il y a des initiatives qui partent de la gauche et de la droite, qui ne sont pas encadrées, qui sont pas nécessairement rigoureuses non plus. Donc cet aspect-là est dommage. On aurait pu faire une bonne consultation beaucoup plus rigoureuse, et ça aurait été intéressant également. Je suis absolument d'accord. Écoute, pour moi, pour avancer le dossier ou même pour clore le dossier pour ceux qui veulent pas le changer de nom, il faut quelque chose de l'université elle-même. Euh, c'est la seule façon d'avoir un résultat légitime. En fait, ce qui serait intéressant, c'est une réflexion. Donc, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on prenne le temps de réfléchir à la question, d'analyser les pour et les contre au niveau des arguments. Nous, on a fait un effort majeur pour argumenter la raison du changement. Maintenant, il y a il y a de l'opposition qui n'a pas d'argument. Il y a de l'opposition qui est juste là en opposition. Ouais. Donc cet élément-là, les arguments contre le changement, à part quelques exceptions, ne sont pas ressortis et si on veut une vraie réflexion, il faut prendre le temps, et essayer de trouver un cadre de réflexion moins émotif que ce qu'on a trouvé là, que ce qu'on rencontre présentement. Moi, je crois que c'est totalement valide. Justement, l'émotion, bien entendu, a sa place, mais je crois que c'est ça, on en avait parlé dans le premier épisode où je disais souvent quand je demandais la question, c'est qu'ils étaient pour ou contre. Tu sais, on avait un oui ou un non, mais ça allait pas beaucoup plus loin que ça C'est souvent, ça. ou ça s'arrêtait à ah ben ça va coûter, tu sais, ça va coûter trop cher. Donc là, le sondage arrive à sa fin. Qu'est-ce qui sont les prochaines étapes pour le comité? Donc le groupe de travail, dès la semaine prochaine, va recevoir les résultats, donc du vote, va les analyser évidemment et produire un rapport final. Ce rapport-là sera en premier lieu rendu public,
c'est un exercice de la communauté. Donc, c'est important de rendre compte à la communauté de cet exercice-là. Il va être évidemment soumis aussi à l'université. Et donc, on va demander une rencontre avec l'université. On va chercher à démontrer à l'université que tout le monde serait gagnant à une réflexion en profondeur et rigoureuse. Nous, depuis le début, on veut que l'université soit gagnante aussi là-dedans. Exactement. C'est gagnant-gagnant, peu importe le résultat, selon moi. Le plus démocratique possible ou Oui, peu importe qu'est-ce que ça sera. Je crois que c'est vraiment important de se rendre au moins jusqu'à là. oui. On est absolument d'accord là-dessus. Maintenant, la concurrence entre les universités va devenir de plus en plus forte et très forte déjà. Et donc, notre université a intérêt à se démarquer, à se différencier. Et la culture acadienne, c'est un élément extrêmement intéressant. C'est très riche, la culture acadienne. C'est une très belle histoire, difficile bien sûr, mais avec des réalisations extraordinaires. Et donc, il y a un potentiel pour cette marque-là, si on veut, de vraiment, elle est connue au niveau national, international aussi, elle est bien reconnue. Donc, il y a possibilité de positionner l'université et de l'amener aussi à contribuer à l'affirmation identitaire de la communauté. Tout le monde serait gagnant là-dessus. Donc, on a parlé tout à l'heure du sondage de la FECUM. Puis, si je ne me trompe pas, pendant le débat de la présidence, ils ont plus ou moins indiqué que c'était pas une priorité pour la FECUM. Mais j'ai vu que vous aviez mis une réponse par rapport au résultat du sondage. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça un petit peu? Ouais, en fait, le premier élément, c'est toujours un élément de respect. Donc, on comprend bien les priorités en termes du coût de la vie, les frais de scolarité, tout le travail d'obtention d'un diplôme aussi, c'est exigeant pour les jeunes. Donc, on comprend très bien ça et on respecte ça. Maintenant, c'est certain qu'on aurait souhaité, c'est un vote d'indifférence finalement, principalement la FECUM. On aurait souhaité un petit geste de solidarité envers la communauté, mais bon, pour raison la façon dont ça s'est fait aussi m'a fait peu importe, un grand respect pour la communauté étudiante et on respecte là les résultats de ce vote-là. On continue le travail, on espère avoir l'occasion d'en jaser, d'échanger. On aimerait ça que les étudiants participent à une réflexion sur le sujet. Ça fait partie de l'exercice démocratique aussi. Côté sport, l'année dernière, on avait aussi eu la SNB qui a passé une motion durant cette dernière AGA pour supporter euh, l'initiative du changement de nom. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là? Est-ce qu'il y a eu des collaborations? Ou, comment est-ce qu'on peut voir que concrètement cette motion-là a été appliquée? En fait, tout à fait. On a une bonne collaboration de la SNB. La SNB a joué un rôle actif dans la promotion du vote. Donc, elle a fait parvenir à tout son membership une invitation à voter avec les liens également pour le vote. Donc, on a une très bonne collaboration. La SNB joue bien son rôle. Évidemment, ça fait partie de sa mission. L'affirmation identitaire, c'est un élément important de sa mission et elle joue très bien son rôle. Ben, je suis content d'entendre ça, de savoir justement que la SNB continue à supporter cette motion-là et que ça va de l'avant. Écoute, quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure, et puis même dans le premier épisode, justement du côté de l'affirmation identitaire, mentionné que tu sais, on a une grosse histoire en Acadie, on a été capable d'accomplir beaucoup de choses ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un déclin qui s'en vient ou qui est là, justement. J'ai vu des gens, il n'y a pas trop longtemps, qui étaient découragés qu'une pièce ou un spectacle acadien qui avait peu de membres, d'acteurs ou de musiciens, quelque chose comme ça, qui était justement acadien. Et puis, le changement de nom pourrait être une façon, un catalyste d'augmenter cette affirmation identitaire-là, justement pour supporter des causes comme ça, comme la culture, puis ce genre de pièces-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Est-ce que vraiment, tu sais, avec les choses de la vie, toutes les choses qui se passent,
de la SNB avec le nouveau budget, les différents enjeux qui sont là? Comment est-ce qu'on procède? Il y avait, quand j'étais jeune, je vais dire, un sénateur, Gérard Pelletier, dans une rencontre, sur les langues officielles qui avait dit à l'Assemblée: «Vous êtes, condamnés à ne jamais vous asseoir sur vos lauriers, à toujours être proactif, être en avant, toujours regarder vers l'avenir et travailler pour le maintien de cette culture-là qui est effectivement très riche, très intéressante, mais elle sera toujours à quelque part menacée. On est en Amérique du Nord, heu, on est tout petit, hein, il y a quoi? 3 millions d'Acadiens sur la planète, c'est infiniment petit, mais c'est drôlement intéressant. Notre histoire, toutes les le réveil acadien, la Renaissance et la projection vers l'avenir aussi, c'est fascinant qu'est-ce qu'on a fait. Les caisses populaires, le mouvement coopératif, nos institutions, c'est puissant qu'est-ce qu'on a fait, c'est un modèle. Moi, ayant travaillé un petit peu à l'international, c'est un exemple que j'utilisais. Oui, à l'époque, dans les pêches, c'était toute fin pratique de l'esclavage. Mais on s'est pris en main, on a mis sur pied des coopératives, nos caisses populaires. On a travaillé très, très fort, solidairement comme communauté. Maintenant, ça n'a pas toujours été facile. Faire ces changements-là, on peut se rappeler de la dualité en éducation, ça a été une méchante bagarre. Ça a été dur et même entre nous, tu avais des Acadiens qui étaient pour, tu en as qui étaient contre. Ils trouvaient que ça allait trop loin mais les gens qui avaient une vision pour l'avenir ont continué à travailler et fort heureusement, maintenant peut-être qu'un des défauts ou une des erreurs qu'on a faites, c'est de ne pas transmettre les leçons apprises, pour ne pas transmettre tout le travail qui a été fait. Maintenant, c'est là aujourd'hui, puis on se pose plus de questions, on ne sait pas trop d'où ça vient. Un des commentaires que quelqu'un nous faisait, au sujet de la possibilité de Université Antonine Maillet, il disait: «Ben non, les jeunes ne connaissent pas Antonine Maillet, il ne faut pas prendre un nom que les jeunes ne connaissent pas». Ben, c'est peut-être au contraire une façon d'amener les jeunes à mieux connaître. Heu, les personnages extrêmement riches, intéressants, innovateurs, créatifs qu'on a eus et qu'on a encore. Donc de partager, ces changements-là. Moi, je suis en grande admiration les films. La cinémathèque acadienne, elle est d'une richesse absolument incroyable. Si on exposait non seulement les jeunes, hein, il y a beaucoup de personnes de tous âges finalement, qui ne connaissent pas, des éléments de notre histoire. Le récent film de Phil Comeau, L'Ordre secret, tout le monde devrait voir ça, comprendre d'où ça vient. Le film de Herménégilde Chiasson sur Louis Robichaud, très riche en termes de en tout cas, on a tellement d'atouts, on a tellement de richesses, mais on ne les a pas partagés, on n'a pas diffusé suffisamment, tous ces éléments-là intéressants qu'on a. Donc on a aussi une responsabilité là-dedans. Il faudra en réfléchir. Je pense qu'une des difficultés qu'on a dans la question du non, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi c'est important et c'est important, c'est un non, ce n'est jamais neutre. Il y a beaucoup, beaucoup de messages derrière un non et le message qu'on a tout de suite, Moncton, c'est anglophone, c'est une ville, donc ce n'est pas une université provinciale. Moncton, c'est aussi, un adepte de la déportation des Acadiens, un des grands responsables. Donc quand on ne sait pas ça, ça passe bien Moncton. Mais quand on sait tout ça et qu'on n'a pas vraiment de projet d'avenir, on vit au jour le jour, on a des problèmes de logement, on a des problèmes de coût de la vie et cetera et ça nous occupe beaucoup, puis c'est important, c'est pertinent. Maintenant, il faut aussi, être capable de non pas de s'engager à plein dans ces mouvements-là, parce qu'on n'a pas le temps, on est préoccupé par notre quotidien, mais d'être capable de comprendre, il y a des enjeux importants ici. On va juste être solidaire, c'est tout. Donc on n'a pas le temps de commencer à dépenser de l'énergie, de l'argent et cetera, mais on va être solidaire, on comprend que c'est important. C'est ça qui nous manque présentement, de reconnaître l'importance et les possibilités
de la culture acadienne, de la francophonie au Nouveau-Brunswick. C'est ça qui nous manque à l'heure actuelle, de comprendre que c'est fragile et donc il faut s'y investir, il faut la valoriser, il ne faut pas la cacher, heu et on va toutes et tous être gagnants. Justement, en parlant de solidarité, on l'a vu dernièrement avec les tarifs du côté des États-Unis. Il y a eu une vague, il y a eu une vague d'unité à la grandeur du pays, incluant ici au Nouveau-Brunswick, tu sais, acheter local, tout ça. Bien entendu, ça, c'est des choses qu'on peut faire à l'année. C'est pas juste parce qu'on a des tarifs qui nous viennent des États-Unis. Et puis, il y a différentes personnes, différentes organisations, justement, qui font la promotion de ça en tout temps. Mais j'ai l'impression que ça se perd dans le bruit. Tu sais, même moi, avec la page, j'essaie de partager des publications des différents groupes, des différentes organisations, et puis il y a tellement de choses que j'ai de la difficulté j'ai de la difficulté à pouvoir rester à jour avec tout ce qui se passe. Donc, je peux même pas imaginer tu sais, l'Acadien moyen qui travaille des longues journées, qui arrive chez eux et puis qui a pas vraiment la tête à ça. Absolument et ça, on comprend ça et j'ajouterais que réaliser un vote sur un non pour l'université dans tout ce bruit politique-là, international, particulièrement aux États-Unis, la guerre, avec l'Ukraine, au niveau national, donc un changement de chef de premier ministre et des élections prochaines qui s'en viennent. Réaliser un sondage sur pour un non, un nouveau non pour l'université, qui est déjà pas facile, dans ce contexte-là, j'ai fait du sport, je peux vous le confirmer. Tout à l'heure, on a mentionné donc, pendant les résultats du sondage, qu'est-ce qui étaient les prochaines étapes. Mais vous avez aussi mentionné que si qu'il y avait, on n'atteindait pas la cible de 5000 personnes, euh, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Qu'est-ce qui va être les prochaines étapes du côté du comité? Nous, on l'a déjà d'ailleurs annoncé publiquement, si on n'atteint pas, la cible de 5 000, ça veut dire qu'il y a pas suffisamment d'appui dans la communauté et là, on devra reculer. Donc pour nous, c'était clair, on le dit publiquement et on le maintient. C'est, s'il y a pas un minimum d'appui, et 5 000, c'est déjà un appui intéressant, là. S'il y a pas cet appui-là, ça veut dire qu'il faut reculer, la communauté n'est pas prête encore pour le changement. Il faut valider, nos actions, on cherche toujours à le faire. Il faut valider, est-ce qu'on est dans le champ? Est-ce que, l'approche qui est proposée fait du sens aux yeux de la communauté? Donc c'est important de faire ce type d'exercice-là. La difficulté, c'est quand on se ferme et on refuse toute ouverture, toute réflexion publique. Là, ça, c'est extrêmement dommage. Ah, justement, le dernier épisode, on parlait des sondages vidéo, des lectures d'opinion, des choses sur votre page Facebook. J'ai vu que ça continue encore, qu'il y en a encore beaucoup. Est-ce que ça ralentit ou est-ce que ça continue de prendre de l'ampleur? En fait, présentement, c'est la période la plus dynamique, la plus active, depuis le début du mouvement. J'ai pas les chiffres de visionnement de notre page Facebook, mais il y a à peu près, 3 semaines à peu près là, on a dépassé le 250 000 visionnements. Donc c'est énorme là, l'intérêt est là, c'est très clair, et c'est très actif, l'équipe, bénévolement. L'équipe s'est agrandie d'ailleurs parce qu'on avait beaucoup de travail à faire et tout ça, c'est du bénévolat complètement et les gens font un travail, extraordinaire. Ils croient et s'y investissent. Donc c'est une expérience extrêmement intéressante à ce niveau-là. C'est vraiment on a une belle équipe, bonne réflexion stratégique. On est prudent dans nos démarches, on ne veut pas offenser, on essaie de gérer quand on voit que sur notre page, il y a des supporters qui sont peut-être un peu trop loin. On leur parle, on leur dit: «Écoutez, il faut que ça reste constructif. On ne veut pas, commencer à polariser davantage, c'est déjà difficile». Ça va très, très bien. C'est un très, très bel exercice d'engagement citoyen. Je pense qu'on pourra là, dans, X années, tirer des leçons, revenir sur le processus, réfléchir sur la démarche qui a été suivie et elle est intéressante et je pense que c'est un des bons
exemples que dans 50 ans, moi, je serai évidemment plus là, soit peut-être encore, je sais pas. Heu, il y a des gens qui voudront revenir sur cette période-là, je crois. Oui, ben, on dit souvent que l'histoire se répète. Donc, c'est important d'aller chercher nos succès, se rappeler de nos succès et surtout même de nos erreurs. Parce qu'on dit que l'histoire se répète, mais souvent, elle se répète parce qu'on n'a pas appris de cette erreur-là. C'est ça, c'est exactement, ouais. Moi, la communauté acadienne a une histoire vraiment, vraiment intéressante là, pour, avoir écouté des conférenciers, conférencières, avoir essayé de la partager aussi dans d'autres contextes avec des gens de l'extérieur de l'Acadie. Heu, c'est une histoire inspirante pour beaucoup de communautés. Je regarde la contribution des arts et de la culture, à ce cheminement-là et c'est fascinant, c'est vraiment intéressant. Et de la coopération au niveau économique aussi, la coopération, mais aussi d'autres initiatives plus individuelles en quelque sorte. Il y a de très, très belles réalisations. Donc, c'est une histoire fascinante. Il faut la partager, je pense. Il faut, la transmettre aux nouvelles générations. Il n'y a pas encore de cours d'histoire de l'Acadie au secondaire dans le curriculum de base. C'est pas normal, tu sais? Donc, on fait des erreurs à ce niveau-là, qui pourraient nous coûter cher éventuellement. Donc il faut se dépêcher à corriger des lacunes comme celle-là, à reprendre confiance en nous, être fier de ce qu'on a fait et de ce qu'on veut faire aussi. Se tourner vers l'avenir, c'est pas vers le passé. On apprend du passé, mais il faut bâtir, il faut construire, c'est clair. Justement, tout à l'heure, que je voulais mentionner, tu as parlé du reportage du film de Phil Como, L'Ordre secret. Euh, Nous, dans notre famille, c'est là qu'on a appris que mon grand-père était justement un membre de l'ordre secret. Euh, Personne de la famille savait. Donc, tu sais, il y a beaucoup de ces petits secrets-là, ces petites idées-là que souvent n'ont pas été transmises ou n'ont pas été discutées. Euh, et puis ma grand-mère disait justement que ça expliquait beaucoup de choses. Des fois, il s'en allait travailler quelque part dans la province, puis il revenait après une fin de semaine, des choses comme ça. Oui, oui, tout à fait, oui et c'est ça. Dans beaucoup de familles et moi, j'ai eu la chance, d'en parler avec mon père dans les années 70. Donc c'était le secret était levé en quelque sorte et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mon grand-père était impliqué également aussi. Donc il y a encore là, eux autres aussi ont fait des choses extraordinaires, et on moi je dis: «On n'a pas le droit de laisser tomber. On n'a pas le droit de baisser les bras». Pas toujours facile, on s'entend, mais il faut absolument là, continuer à aller de l'avant. J'aime bien l'expression de Bernard Richard quand il dit: «Si on n'avance pas, on recule. Le sur place, ça n'existe pas». Donc, il faut qu'on avance, il faut qu'on soit, plus proactif qu'on a peut-être été dans les dernières décennies parce qu'on avait déjà eu beaucoup et qu'on était confortable. On s'est assis un petit peu sur nos lauriers, je crois. Donc maintenant, il faut, de façon, intelligente, hein, il s'agit pas, il y a eu des épisodes où il fallait jouer dur en quelque sorte, mais je pense qu'on n'est plus là, qu'on peut faire des changements. Le nom de l'université en est un excellent exemple. C'est notre université, c'est nous qui avons le pouvoir de décider comment elle se nomme. On a ce pouvoir-là, OK? Donc utilisons les pouvoirs qu'on a, faisons les choses bien, soyons ouverts, et bâtissons. Continuons à bâtir, il ne faut pas arrêter. Moi, je suis, une ouvrière. Moi, je trouve important de faire des bonnes fondations, de bien placer, je vais dire les pierres, c'est du béton maintenant là, de faire de bonnes fondations. Si on manque, une section de la fondation, on va avoir de la misère. La maison risque de s'effondrer. Donc moi, je suis une ouvrière de fondation. On a mis beaucoup, beaucoup de pierres très importantes à notre fondation. Il faut continuer dans cette direction-là. De quoi on relève le toit de la maison,
À cette étape-ci, je pense que ça m'intéresse moins. Fait qu'il faut continuer à bâtir. On sera toujours en mode construction et ça sera, jamais fini. Si c'est fini, c'est pas bon signe parce que le monde, bouge, change à une vitesse incroyable. Donc il faut que nous aussi, on regarde de l'avant et qu'on soit proactif. Ben écoute, Lise Ouellette, merci d'avoir venu encore une fois. On reste à l'écoute avec le comité et puis bien entendu les résultats de sondage. Et comme à l'habitude, je te laisse le mot de la fin. Écoute, c'est un grand plaisir d'échanger. Une des choses, on n'a pas beaucoup d'endroits où on peut échanger, discuter, partager. Heu, les opinions du lecteur dans le Moniteur et l'Acadie Nouvelle ont joué ce rôle-là, donc assez intéressant. Heu, en Bourgeois-le-Vert, c'est un bon exemple aussi. Il faut se donner des occasions d'échanger, de réfléchir, de discuter comme ça et ça n'a pas besoin d'être de grandes assemblées. Toutes sortes de moyens où on peut échanger, comprendre que c'est de la réflexion et même des fois du choc des idées que jaillit, comme on dit, la lumière. Donc il faut continuer, il faut se donner ces occasions-là et je suis contente, que vous soyez revenus.